Premièrement, déjà, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis toujours ravi de replonger un peu dans mes premiers amours esthétiques, puisque la proposition qui m'a été faite par les amis, c'était de présenter un petit peu mon projet de recherche. Alors moi, j'ai démarré mes recherches, enfin, j'ai fait mes recherches au début des années 2000 à Paris 1, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et j'ai fait des études d'esthétique. Donc je ne suis pas historien d'art, mais j'ai fait des études on va dire, de philosophie appliquée à l'art, ce qui veut dire que je m'intéresse principalement à l'art comme phénomène. Et là, et donc, c'est vraiment une étude du phénomène artistique, de la création en train de se faire comme phénomène. Mon débat, qui va être le sujet principal de cette intervention, je l'ai soutenu en 2004 et il portait sur la photographie documentaire de paysages aux États-Unis à partir des années 70, du milieu des années 70, comme outil de déconstruction de l'iconographie classique et nationaliste de paysages aux États-Unis. C'est un peu un titre barbare, mais ce qui est le lot de toutes les mémoires de recherche. Je vais essayer de rendre le sujet à peine moins barbare. Mais pour cette intervention, j'ai décidé de ne pas me cantonner exactement à mon sujet, mais en l'élargissant un peu. C'est-à-dire ne pas cantonner ce dont je vais vous parler uniquement au champ photographique. On va aller vers la sculpture et notamment. Je vais aussi ouvrir le champ en fin d'intervention sur des pratiques artistiques pas exclusivement américaines, à travers des propositions européennes. Et puis, je vais essayer au fur et à mesure de l'intervention de relier ça à la collection du FRAC, puisque je suis très content de diriger une collection qui comporte un certain nombre d'œuvres d'artistes que j'ai étudiées dans le cadre de mes recherches. Et c'est finalement une bonne rencontre et une belle opportunité. Donc voilà. Donc pendant cette conférence, on va revenir sur différents points. Premièrement, ce que constitue le paysage, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue théorique et esthétique. Euh, Comment est-ce qu'on aborde le paysage et qu'est-ce qui différencie le paysage américain du paysage européen. Comment les artistes, aussi bien américains, principalement américains, mais aussi européens, vont décrire ce paysage américain, le définir, s'en emparer et même l'investir. Alors, cette page de garde, j'ai essayé de mettre des images un peu cool parce que vu qu'on est tous coincés, qu'on n'a pas le droit de prendre des avions en ce moment, j'essaie de vous faire voyager un peu tant qu'à faire. Et donc, je commence par cette image qui est la page de garde du PowerPoint. J'ai intitulé cette intervention America Deserta, le Grand Ouest comme terrain de jeu des artistes. Alors, pourquoi j'ai choisi cette image? Certains ont dit que c'était Dennis Hopper, et en l'occurrence, il ne s'agit pas de Dennis Hopper, il s'agit d'une photo qui est l'image de couverture d'un livre d'un historien et géographe britannique qui a passé un peu de temps aux États-Unis, qui s'appelait, puisqu'il est mort, Rainer Banham. Vous avez les références du livre en deuxième page du PDF. Et ce livre, donc en fait, c'est Rainer Banham lui-même qui fait du vélo dans un partie du sud-ouest américain qui se trouve au nord-ouest de l'État de l'Utah, qui s'appelle les Bonneville Salt Flats. Donc, c'est le bassin géologique du Grand Lac Salé. Et le lac, c'est depuis très longtemps résorbé. Il est beaucoup plus petit que sur son bassin géologique. Mais les Bonneville Salt Flats, c'est une région assez mythique qui est présentée dans de nombreux films et qui est une immense étendue de sel blanche est tellement immense que quand on est au sommet de ces montagnes que vous voyez derrière lui, on voit à l'œil nu la courbure de la Terre. C'est vraiment très impressionnant et ça vous renvoie assez rapidement à votre condition de petit microbe dans l'univers. Voilà. Et donc,
J'ai choisi l'image de couverture de ce livre, enfin de faire référence à ce livre, parce que Rainer Banham, cet essai America Deserta, enfin, ce qui s'appelle Scenes in America Deserta, résume plusieurs éléments clés de mon propos et de mon positionnement, moi, en tant que spécialiste du paysage. Premièrement, Rainer Banham est britannique, il est donc européen et il parle du paysage américain, ce qui est aussi mon cas. C'est un scientifique, donc historien géographe. Il a beaucoup travaillé, notamment sur les logiques de flux et de construction des villes américaines, à commencer par la ville de Los Angeles. Et c'est pendant une étude il était en résidence universitaire à Los Angeles qu'il a exploré le paysage et il livre avec Scenes in America Deserta un essai qui sort du strict contexte scientifique, de l'essai scientifique, pour aller vers quelque chose qui est à mi-chemin entre entre l'essai scientifique et le récit un peu exalté et même romanesque vis-à-vis du paysage. Et ça, moi, je l'ai pu l'expérimenter en tant que chercheur, c'est que évidemment, j'étais à la fac et j'ai travaillé aussi consciencieusement que on me le demandait, mais pour autant, il y a une expérience physique, mythologique presque du paysage qui déborde et qui happe quand on s'intéresse à ces territoires-là, et on arrive assez facilement à déborder du cadre strictement scientifique. Donc, dans ce livre, Banham confesse une attirance irrésistible pour ce désert du sud-ouest américain. Il livre un récit donc exalté de la découverte de ces terres arides il s'intéresse, il nomme America Deserta parce que c'est un néologisme qui lui appartient, une notion d'altération humaine et artistique de ces territoires. C'est là ça va être le socle de mon argumentaire. L'America Deserta, pour Banham, c'est une sorte de condition esthétique d'un territoire, de ce territoire de l'Ouest, identifié dans sa dimension à la fois modifiée et investie par l'homme. L'America Deserta, ce n'est pas le désert américain, c'est le désert américain comme lieu de projection, comme construction intellectuelle et mythologique. C'est le désert américain comme théâtre de l'expérience humaine et d'une expérience humaine qui est profondément spécifique à ces territoires. Et moi, la conférence que je vous propose, elle va donc poursuivre cette logique d'America Deserta, mais cette expérience humaine, je vais la proposer par le prisme artistique. Donc, on va parler d'America Deserta comme théâtre de l'expérience artistique spécifique au territoire américain. Je vais vous proposer un développement donc, en 4 parties. Vous avez, pour ceux qui ont déjà passé le PDF en revue, vous avez 4 chapitres, on va dire. À commencer par l'idée de cette première partie, construire le mythe, Wild Wild West. Donc le Wild Wild West, c'est une terminologie hollywoodienne à laquelle j'ai associé une image que j'ai trouvée sur Internet qui me semblait bien répondre à cette iconographie classique. Et dans cette histoire dans ce premier chapitre, je voudrais effectivement parler de la construction du mythe, puisque c'est difficile d'aborder la notion de paysage, notamment dans sa partie documentaire, vers là où on va, sans comprendre que le paysage est effectivement une construction. La notion de paysage, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou partout dans le monde, c'est une construction, mais cette construction du paysage aux États-Unis, c'est une double entreprise qui a été décidée et actée, contrairement au paysage européen, par exemple, qui est une construction intellectuelle par strates de différentes histoires locales qui vont s'agréger au fur et à mesure des siècles. Le paysage américain, dans une logique très pragmatiste US, est une entreprise résolument résolument actée. C'est premièrement une conquête géopolitique et c'est aussi une quête identitaire d'affranchissement du jeu européen dans une dimension purement nationaliste. Pour comprendre cette construction du paysage, il faut revenir
juste après, dans la deuxième moitié du 19e siècle, dans les décennies 1860-1870, les États-Unis sont engagés dans la guerre de sécession, donc qui est une guerre fratricide, mais qui concerne presque exclusivement l'est du pays, toute la côte est, avec donc le sud esclavagiste et le nord qui finalement gagnera, etc. Et au sortir de la guerre, c'est-à-dire au début de l'avènement des États-Unis réellement unis, il va falloir pour les autorités, et notamment le général Grant qui devient président à ce moment-là, de trouver un lien national dans une optique logique absolument nationaliste, de trouver des vecteurs d'identité partagée, et ça à deux desseins. Premièrement, pour unir les Américains, essayer de panser les plaies de la guerre de sécession, et également se démarquer de l'Europe. On n'est plus un terrain colonisé, la nation se construit, et donc comment ces ex-Européens deviennent réellement américains. Ça, c'est pour le contexte politique de la construction du paysage. Et pour sa dimension plus économique et même d'aménagement du territoire, il va falloir viabiliser et donc aménager ce territoire, relier l'Est à l'Ouest et tout ce qui est entre les deux. Et ça va être notamment à ce moment-là que vont être construits les tracés de chemin de fer vous savez peut-être qu'il y a principalement trois lignes de train historiquement aux États-Unis. Une ligne nord qui fait grosso modo Boston, Chicago, Seattle aujourd'hui, et une au milieu qui traverse le Midwest pour aller de Washington à San Francisco, et la ligne sud qui fait la Floride, Nouvelle-Orléans, le Texas et la Californie du Sud. Et, et donc, des peintres et des photographes vont être, donc, au sortir de la guerre, enfin, pendant la guerre de sécession et à son sortir, vont être associés notamment aux missions d'exploration territoriale de l'Ouest. Et ces missions d'exploration, elles vont servir à la fois à ramener des images et à baliser le territoire pour faire les tracés de lignes de chemin de fer. En termes à partir de ce moment-là, des peintres comme Thomas Cole, vous voyez une pièce qui date des années 30, des années 1830, mais qui est déjà dans une logique de conquête de l'Ouest. C'est de l'Ouest proche, hein, là on est dans les Appalaches, et un grand, peut-être plus connu encore, peintre, Albert Bierstadt, là complètement à la fin des années 60 du 19e siècle, vont commencer à édicter des codes, vous voyez, avec des paysages dramatiques, des ciels complètement torturés. Voilà, on le renvoie ici. L'idée, c'est de commencer à construire un style de peinture de paysage qui va se démarquer des paysages bucoliques il y a des canons édictés au XVIIIe siècle en Europe, notamment par des gens comme Poussin ou le Lorrain. L'idée, ça va être de forger une image de l'Amérique qui doit être dans des logiques de construction nationaliste nécessairement supérieures, aussi bien physiquement et symboliquement, à l'Europe. Physiquement, parce qu'on va aller voir, on va revendiquer des monuments géologiques dans la nature qui sont absolument incroyables. Voilà, c'est le Grand Canyon, des choses comme ça. Et symboliquement, en dramatisant, parce qu'ils sont supérieurs symboliquement, parce qu'ils sont supposés vierges, inviolés, virgiliens. Évidemment, les Indiens sont complètement, ceux qui habitaient là avant sont complètement exclus de cette histoire, cela va sans dire, mais cette nature va être le lieu des monuments de l'Amérique qui sont finalement plus spectaculaires, plus anciens et plus proches de Dieu que les constructions, notamment les châteaux forts européens.
Et donc, les peintres, comme Kohl ou Bierstadt, vont exalter un état sauvage, une sorte de sauvagitude, qu'on appelle en anglais the wilderness, W-I-L-D-E-R-N-E-2-S, qui est une condition sauvage, virgilienne de la nature. Et tout ça, donc et tout ça, cette exaltation du wilderness va se faire à grand renfort de ciel dramatisé, de montagnes menaçantes. Et au fur et à mesure, ils vont construire ce qui va devenir un genre artistique à part entière, ce qu'on appelle the American Sublime, donc le sublime américain, et qui est aujourd'hui encore reconnu comme un genre principalement pictural, mais on verra qu'il y a aussi des poursuites photographiques. Donc, comme les peintres qui vont construire cette esthétique de l'American Sublime vont être envoyés également des photographes. Alors, les photographes, dont les grands noms sont Timothy O'Sullivan ou Carlton Watkins, par exemple, vont se démarquer des peintres parce que la photographie, à cette époque-là, ne permet pas encore d'aller vers, de dramatiser, de faire des couleurs incroyables. Donc, ils vont pas aller vers la logique de l'American Sublime. On verra que la photographie, ça arrivera un peu plus tard, mais ils vont vraiment être d'un rôle beaucoup plus scientifique d'accompagnement de ces missions de cartographie du territoire. Et ils vont donc étudier iconographiquement les territoires de l'Ouest et en ramener une documentation qui va servir vraiment de communication sur ce qu'est le territoire. Donc là, j'essaie quelques images. Là, vous avez une image de Pyramid Lake dans le nord du Nevada. C'est un lac salé qui aujourd'hui est dans une réserve indienne et qui se trouve, pour la petite histoire, à proximité immédiate. En fait, derrière, vous voyez les montagnes qui sont en arrière-plan. C'est là où ces montagnes marquent la frontière entre le lac et une grande étendue plate où se déroule aujourd'hui le festival de Burning Man. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. On est au nord de Reno. Ici, c'est aussi une photographie de Timothy O'Sullivan de Canyon de Che, dans l'Arizona, qui se trouve à proximité, à l'est du Grand Canyon. Et son collègue Carlton Watkins, lui, va notamment s'intéresser à ce qu'on appelle la Sierra Nevada, donc c'est-à-dire cette montagne, ce contrefort des Rocheuses qui marque aujourd'hui la frontière entre la Californie du Nord et le Nevada, et qui est notamment au sommet de cette chaîne de montagnes, il y a un lac qui est très connu, qui est le lac Tahoe, Lake Tahoe. Et là, on voit une petite île qui se trouve dans un recoin du lac qui s'appelle Emerald Bay. Et typiquement, ce type de photographie, on voit qu'on est sur des cartes qui étaient diffusées et qui sont des cartes de documentation du paysage. Et c'était sur ce type de support qu'étaient rapportées les images et diffusées les images principalement à l'est et notamment dans le quart nord-est industriel. Et les images du paysage de l'ouest si lointain va devenir vraiment, il va y avoir un réel engouement populaire à l'est. Pour ça, ça devient une sorte d'opium du peuple. C'est aussi des moyens pour les classes laborieuses de Pittsburgh et de Détroit de se projeter dans quelque chose qui est donc de ce wilderness. Leur nation, ce n'est pas simplement la crasse dans laquelle ils vivent tous les jours, mais c'est aussi une perspective plus ouverte. Et le gouvernement travaille énormément là-dessus avec la publication de ce type de cartes, mais on en trouve partout dans la presse. Il y a des images qui sont placardées sur les murs comme des 4x3 dans la rue. C'est vraiment une campagne de communication gouvernementale à but nationaliste pour, dans un but politique, susciter un sentiment patriotique et créer des icônes de la nation naissante, et aussi avec un objectif économique qui est d'inviter ces populations
sinon déménager, au moins prendre le train pour aller visiter et donc trouver une économie à ces nouvelles lignes de train qui sont en train de se mettre en place. Les missions photographiques de ça, et notamment Watkins, va photographier dans la Sierra Nevada, donc en fait un peu au sud du lac Tahoe se trouve, je sais pas, une centaine de kilomètres au sud, se trouve une vallée mythique qui s'appelle la vallée du Yosemite, qui va compter parmi les premiers national parks à être fondés. Le Yosemite va être fondé par vote du Congrès en 1890 par une loi qu'on appelle le Yosemite Act. Et l'idée de la fondation des National Parks, ça a été non pas de protéger pour des questions écologiques, comme ça a été le cas dans les années 60 en France pour la Vanoise, ces choses comme ça, mais vraiment dans une logique muséale. Il s'agissait de conserver le wilderness, de figer le paysage, parce que c'est vraiment une histoire de conservation. C'est-à-dire que la vallée du Yosemite devenait le Mont-Saint-Michel. Il fallait le préserver absolument pour garder une icône de l'Amérique. Et on va voir que, et au fur et à mesure, les paysages emblématiques de l'Amérique qui font aujourd'hui, même pour nous, l'image de ce pays, ont été préservés. C'est le cas du Grand Canyon, c'est le cas de White Sands, c'est le cas des glaciers, etc. Dans la poursuite là on fait un petit bond de presque un siècle en avant, une soixantaine d'années, mais c'est avec des artistes comme Ansel Adams que plus tard, la photographie va aller vers cette tradition de pictorialiste de l'American Sublime. Ansel Adams, c'est le héros d'une école photographique qui va se mettre en place dans les années 20 et qui s'appelle l'école pictorialiste de la côte ouest et qui va adapter au médium photographique les préconisations esthétiques ou les théories esthétiques de Bierstadt, par exemple. Et là, on a une de ses photos les plus connues qui s'appelle The Tetons and Snake River. Donc, nous sommes dans le Wyoming, donc au nord-ouest. Tetons, ce sont les sommets des montagnes que vous voyez à l'arrière-plan, qui constituent aujourd'hui un parc national qui s'appelle Crown Teton, et Snake River, donc c'est cette rivière sinueuse qui y mène. Et derrière ces montagnes se trouve la vallée volcanique de Yellowstone, qui est aujourd'hui le plus grand national park en termes de taille. Dans mes recherches et dans mon approche théorique, j'ai essayé de trouver, trouver des fondements théoriques à des choses, et je me suis rapproché d'un théoricien français qui est un professeur d'esthétique français qui s'appelle Alain Roger et dont la théorie développée dans ce livre, le court traité du paysage, en 97, a constitué pour moi finalement un prisme de lecture assez intéressant de comment s'est construit le paysage en termes de construction symbolique. Alain Roger a inventé un mot barbare à propos du paysage, comme le paysage étant le fruit ou le produit de ce qu'il appelle une artialisation, c'est-à-dire une mise en art. Pour lui, il y a le processus de transformation du pays, c'est-à-dire du territoire, de la dimension physique du paysage, du pays en paysage, donc c'est-à-dire de dimension physique à dimension symbolique, se fait par la représentation, et il appelle ça le processus d'artialisation. Il définit deux modalités de détermination du paysage qui sont une artialisation dite in visu, c'est-à-dire le passage par le prisme de la représentation, qu'elle soit picturale ou photographique, et une artialisation in situ qui prend corps dans une intervention directe de l'artiste sur le site, sur le pays, sur la dimension physique du territoire. Et on va voir dans la seconde partie comment aux États-Unis ça s'est passé.
Donc, si on applique les théories de Roger au contexte américain, le territoire, les grands territoires de l'Ouest, le territoire américain serait devenu paysage, ne serait devenu paysage qu'une fois le génie du territoire artistiquement révélé par les peintres et les photographes pionniers dont je viens de parler. Deuxième partie, que j'ai intitulée Investir le mythe, le western moderne, on fait un bond d'à peu près un siècle. On arrive dans les années 60 du XXe siècle. Et donc, à peu près un siècle après la conquête de l'Ouest, l'Amérique va se lancer dans d'autres conquêtes, enfin, une conquête de nouveaux horizons, et notamment à la faveur d'un pari lancé par JFK, John Fitzgerald Kennedy, au début des années 60. L'homme va marcher sur la Lune en 69. Et par ailleurs, il y a aussi évidemment des horizons aussi qui sont géopolitiques, notamment au Vietnam à ce moment-là. Et ces perspectives de conquête impérialiste américaine, qu'elles soient vers la Lune ou contre l'ennemi communiste au Vietnam, elle va générer chez la jeunesse et un certain nombre d'artistes un besoin de repli vers la nature. La nature est vue alors comme une valeur refuge qui va être un lieu de refuge des mouvements contre-culturels, notamment les hippies, qui vont prôner un retour nostalgique à la nature et s'inventer des nouvelles cosmogonies. Mais là, je ne vous apprends rien. Et certains artistes vont élire les territoires libres du Grand Ouest comme de nouveaux fiefs pour une construction identitaire esthétique et se reconnecter dans les années 60 du XXe siècle avec une posture de pionnier. C'est pour ça que j'ai appelé ça le western moderne, en dramatisant peut-être d'une certaine manière la mythologie de l'aventurier. Et voilà. Donc ce sont les landes d'artistes. Là, vous avez à gauche de l'image un des héros du land art, Monsieur Robert Smithson, qui est devant sa Spiral Jetty, qu'on voit un peu mieux ici. Donc Spiral Jetty, c'est une pièce qu'il a livrée en 1970. Elle se trouve à Roselle Point, sur le Grand Lac Salé, dans l'Utah, à proximité de là où Rainer Madan faisait du vélo. Et on est à 1 heure de route de Salt Lake City, la capitale de l'État. C'est une spirale qui fait, donc c'est une jetée en spirale qui fait 457 mètres de long pour 4,5 mètres de large et qui s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et elle est constituée que de matériaux qu'il a trouvés sur place. Elle émane d'une certaine manière du territoire, puisqu'elle est constituée de boue, de cristaux de sel, c'est un grand lac salé, de rochers de basalte, de bois, enfin un petit peu de bois, des arbres qui étaient dans le coin, et d'eau. Et vous voyez sur cette image qu'au centre de la... Vous voyez mon petit maman là? Oui, d'accord. Vous voyez que donc l'eau qui est retenue aux ordres, là, a priori, cette photo a été prise pendant l'été. L'eau est légèrement rose. C'est parce que dans le sel, on voit ça par exemple quand on achète du sel de l'Himalaya, il est rose, c'est qu'il y a une bactérie qui réagit à la chaleur et qui donne la chose rose. Et effectivement, moi je suis allé à plusieurs reprises, si vous allez là-bas et qu'il fait chaud, ce qui arrive souvent dans le désert, pendant l'été, l'eau est vraiment rose, mais là, à la limite, cette photo est un peu terne. C'est rose limonade, quoi. Et voilà. Et donc, cette spirale, pour Smithson, c'est une allégorie de la création, c'est un symbole universel qui est lié au culte du soleil et de l'infini. Et c'est une œuvre qui est en perpétuel mouvement, elle est livrée à l'entropie, au mouvement de la nature. Pendant très longtemps, elle a été, ça c'est une photo qui date de l'époque où elle a été construite. Ensuite, pendant une quinzaine d'années, même peut-être plus, elle a été recouverte parce que le lac Salé était plus haut. Elle est visible de nouveau depuis environ une vingtaine d'années aujourd'hui, mais elle est très érodée.
et le terrain a été racheté il y a, je crois, un peu moins de 10 ans par la fondation Dia aux États-Unis, qui est une fondation qui est historiquement très axée vers le land art et l'art minimal. Et à la demande de sa veuve, Nancy Holt, et donc le terrain n'est pas touchable. Il faut pas, comment dire, il n'y a pas de maintenance de la spirale. Elle va se désagréger. La nature va reprendre ses droits et ça fait partie de euh, de la perspective de Smithson. Pour petite information, Smithson, c'est donc un grand héros du land art. Il est aussi présent dans les collections des FRAC. Nous avons trois dessins qu'on pourra peut-être sortir un jour si vous le souhaitez, qui ne sont pas du tout liés à Aspero Getty, qui sont finalement que des logiques, des inventions de protocoles. Mais nous avons la chance d'avoir des œuvres de lui à Rennes. Deuxième œuvre dont je voudrais vous parler, c'est celle de Nancy Holt, donc qui est la femme de Robert Smithson. Les Sun Tunnels, donc les tunnels de soleil de 1976, qui se trouvent pas très loin de l'Aspero Getty, aussi dans le désert du nord de l'Utah, dans un petit bled qui s'appelle Lucin, qui est une ville fantôme, une ancienne ville de pionniers mineurs qui a été abandonnée. Quand je dis une ville, c'est 3 baraques, mais un petit coin, quoi. Et donc l'œuvre est constituée de 4 buses en béton. Elles font toutes 18 pieds de long, c'est-à-dire 5,4 mètres, et 2,75 mètres de diamètre. Et elles sont disposées en X, comme vous le voyez, et alignées face à face par paire. Elles sont orientées en fonction des solstices, qui fait qu'aux alentours des dates des solstices d'été et d'hiver, les levées et couchers de soleil se passent à travers sont dans l'axe des buses. Et vous voyez certainement que sur ces buses sont creusés des trous, et les trous dessinent les motifs de 4 constellations qu'on peut voir depuis l'intérieur de la buse, qui sont les constellations du Dragon, de Persée, de la Colombe et du Capricorne. Et les diamètres des trous varient en fonction de la magnitude des étoiles qui sont représentées. Donc, d'après Nancy Holt, cette sculpture constitue une logique d'inversion de la relation ciel-terre, et elle fait d'une certaine manière amener le ciel sur la terre. On est encore une fois dans les années 70. Nancy Holt et Robert Smithson sont très empreints de cette approche de relation au ciel, à un certain nombre de cosmogonies, etc. On est vraiment dans une logique très post-hippie et en même temps dans une approche vraiment très américaine, de combative et volontaire. C'est-à-dire que je vous laisse imaginer le bazar que de faire venir des buses en béton de cette taille-là au fin fond du désert. Alors maintenant, on peut y aller en voiture, mais et encore, faut plutôt un 4x4 sinon on casse la voiture, ce qui m'est arrivé. Mais on est quelque chose de volontariste. Il y a un côté vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé la partie western moderne, un truc extrêmement volontariste et presque performatif dans cette approche. C'est encore peut-être plus le cas pour le troisième exemple que je vous propose, qui est celui de Michael Heizer et de son fameux double négative qui date de 69 et là qui lui se trouve dans un lieu qui s'appelle Moaba Valley dans le Nevada, à peu près à 1 heure au nord de Las Vegas en direction du Grand Canyon. Donc on est sur le bord de ce qu'on appelle une mesa, c'est-à-dire un plateau désertique. Là, vous avez une vallée avec un affluent du Colorado qui coule tout au fond, mais coule très peu, c'est très très désertique. Et il va excaver comme si de part et d'autre un renfoncement de ce plateau, comme si une poutre monumentale avait été posée puis enlevée. Cette excavation de part et d'autre de ce trou fait 450 mètres de long, avec quelque chose comme de l'ordre de 240 000 tonnes de terre qui ont été déplacées.
Et, et en l'occurrence, on est à peu près à 15 km, je dirais, de la première route. Enfin, il faut monter sur la Mesa avec le truc que c'est. Enfin, encore une fois, moi je l'ai fait en voiture, c'est quand même pas simple de pas casser la voiture, donc je n'imagine pas ce que ça a pu représenter d'amener un Caterpillar, ou même plusieurs d'ailleurs, sur place. Il y a vraiment quelque chose, encore une fois, d'extrêmement performatif, d'investissement, Heidler, c'est parmi les land artistes le plus cow-boy, des land artistes enfin, il a vraiment cette figure de Lonesome Cowboy, de figure épique, et voilà. Alors, Michael Heidler dit du double négative que le double négatif déclenche l'expérience de la terreur inspirée par l'immensité, la solitude, le silence, qui ont longtemps été associés au sublime. Donc, dans une perspective euh, très classique de ces années-là, de ces années de l'art, enfin, les années de l'art minimal, de l'art conceptuel et minimal, il va associer la question du paysage, enfin la question de la sculpture et de l'intervention sur le paysage à la notion de sublime, donc American Sublime, là on revient au peintre grec, dans une logique de dramatisation de la nature, non pas comme le faisait Bierstadt ou Ansel Adams en photographie, en faisant des ciels complètement torturés, etc., mais en revendiquant en faisant une sorte de démonstration complètement magistrale, puis peut-être même surdimensionnée, de la dichotomie nature-culture. L'homme face à la nature, face à cette nature aride, hostile, etc., mais qui quand même gagne à la fin. Euh, donc, en termes pour prolonger ce que j'ai dit sur Alain Roger avant, là, on est vraiment dans le cadre de ce qu'on appelle l'artialisation in situ, donc dans le concret, sur le site. Le paysage n'est pas le cadre de l'œuvre, mais le site, donc le territoire, est proprement constitutif de l'œuvre. Et c'est le site et l'œuvre qui font paysage. Troisième partie, déconstruire le mythe, To the Edge of Panic. J'ai pris des titres de chansons aussi. Là, vous avez une belle photo que j'aime beaucoup de ce qu'on appelle Yucca Flats, qui est une vallée au nord de Las Vegas, où se déroulaient dans les années 50 les essais nucléaires de l'armée américaine avant que les Américains fassent comme les Français et aillent tester leurs bombes dans le sud du Pacifique. On est à proximité aussi, enfin c'est dans cette vallée, enfin dans ces vallées que se trouve aussi la fameuse zone 51 où il y a supposément l'homme de Roswell qui s'est fait un peu charcuter. Voilà, c'est aussi les lieux qui sont mythiques parce que chargés de mystère de l'armée américaine. On est à peu près à une centaine de kilomètres de Las Vegas. Et je n'ai pas retrouvé l'image malheureusement parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Mais dans les années 50, à l'époque de ce qu'on appelait des Atomic Time, donc c'était la bombe atomique, c'était le progrès, on avait vaincu les Japonais, etc. Et c'était il y avait un engouement pour le monde atomique. Il y a eu des fast-food qui s'appellent Atomic Burgers, qui ont été fondés à peu près comme en même temps que McDo et il y avait une photo que je n'ai pas retrouvée où en fait on voit Marilyn Monroe et Arthur Miller, ce couple mythique qui sont au balcon de leur hôtel à Las Vegas et ils ont des lunettes de soleil et ils regardent une explosion nucléaire qui est faite puisque à l'époque c'était un spectacle, on n'avait aucune idée du danger des radiations ou en tout cas ça n'était pas dit par l'armée. Et donc, dans Las Vegas, c'était plaquetté partout. Attention, ce soir, 20h30, explosion nucléaire. Et c'était le seul moment où on arrêtait de jouer au casino et qu'on allait regarder. Voilà. Donc, je vais vous parler de ce livre, c'est un essai d'un sociologue et géographe américain qui s'appelle J.B. Jackson, John Brinkerhoff Jackson, traduit en 2003 et notamment sous la direction
d'un grand spécialiste du paysage qui, je crois, a fait partie du comité d'acquisition du FRAC Bretagne pendant un temps, qui s'appelle Gilles Tiberghien. John Brigham Jackson, il va définir le paysage comme vernaculaire, comme le dit le titre. C'est-à-dire que pour lui, le paysage est une succession de traces, d'empreintes qui se superposent sur le sol. Il est en ce sens comme une œuvre d'art, la terre, le sol, la nature étant comme des matériaux que les hommes mettent en forme selon des valeurs culturelles qui sont différentes dans le temps et dans l'espace. Et à travers ce livre, J.B. Jackson fait écho dans le champ théorique de la géographie humaine à toute une génération de photographes qui, au milieu des années 70, en l'occurrence en 75, à la faveur d'une exposition manifeste au Rochester International Museum of Photography, qui s'appelait New Topographics Photographers of a Man-Altered Landscape. C'est une nouvelle génération de photographes qui va décider de s'inventer révisionniste de l'histoire culturelle et iconographique du paysage, donc de revenir sur toute l'histoire de l'American Sublime et sur cette dimension idéalisée, projetée, virgilienne et transcendentaliste du paysage, prenée notamment par Porter, Adams ou Bierstadt. Et ils vont revendiquer être ce qu'ils s'appellent eux-mêmes des nouveaux topographes, photographes d'un paysage altéré par l'homme. L'idée, et c'est pour ça qu'ils sont dans la même lignée que J.B. Jackson, c'est de montrer que le paysage en tant que construction culturelle n'est pas quelque chose de complètement idéalisé, transcendentaliste, mais qui est bien un territoire altéré par l'homme, par ses besoins. Et la notion d'altération, c'est-à-dire modifié, utilisé par l'homme pour sa vie. Et ça donne des photos comme ça, avec des gens comme Robert Adams, qui photographie donc là un village de mobil-home dans le Colorado. Lewis Bolt, qui lui va photographier notamment des zones industrielles dans la Californie du Sud. Il va y avoir toute une série là-dessus. Nous avons des Lewis Bolt au FRAC Bretagne également, qui ne sont pas de cette série-là, mais il est présent dans la collection. Les seuls artistes non américains qui ont fait partie de cette exposition manifeste de 75, c'était les époux allemands Bernd et Ella Becher, qui sont aussi présents dans la collection. Et autres artistes, il y avait une trentaine d'artistes dans cette expo, mais autres artistes, je vous présente Stephen Shore, qui est aussi présent dans la collection. Vous avez vu, elle est très connue, cette photo de cette voiture américaine verte que l'année dernière a été d'ailleurs collée dans le restaurant en grand format. Voilà. Donc là, j'ai pris une photo de lui qui concerne le paysage, mais il est aussi présent avec deux images dans la collection. Donc, en fait, cette exposition de Rochester en 75, donc, de New Topographics, elle va vraiment marquer un tournant. Toute l'histoire de la iconographie pictorialiste transcendentaliste du paysage, ce fameux American Sublime, va très rapidement rentrer en désuétude et être relégué à la notion d'histoire au profit de cette nouvelle objectivité photographique du paysage prônée par cela et par les artistes qui vont les suivre. Donc, il parle de man-altered landscape, c'est-à-dire le paysage altéré par l'homme. Il faut faire attention que la notion d'altération, elle n'est pas considérée dans une logique américaine comme quelque chose c'est pas négatif, ça ne veut pas dire destruction. Altération, ça veut dire que man-altered, ça veut dire que c'est modifié par l'homme pour sa vie, voire même sa survie et ses besoins. Et donc, les nouveaux topographes vont un peu jeter une pierre
dans la mare et ouvrir des perspectives pour plusieurs générations d'artistes suivantes aux États-Unis qui vont être réunis dans une catégorie, en fait, qui est une collection dans un musée à Reno, Nevada, qui s'appelle le Nevada Museum of Art. Et ils vont devenir ce qu'on va appeler la génération, enfin, ou ici la génération, le mouvement de The Altered Landscape. Et ça s'appelle The Altered Landscape Collection, qui est la collection photographique de ce musée. Et on peut citer des photographes, donc vous voyez, on est un peu plus tard, on est dans les années 80, comme Richard Mizrahi, qui est un artiste très connu. Là, il parle d'une région assez marquante, ça s'appelle Salton Sea. Salton Sea, c'est un lac salé qui se trouve au sud de la Californie, à proximité d'une ville de villégiature qui s'appelle Palm Springs, dont vous avez certainement entendu parler. Et en fait, donc c'est donc un lac dans une zone désertique. Et au milieu des années 60, des promoteurs de Los Angeles ont décidé d'y installer des zones touristiques avec des hôtels, comme ça, des pompes à essence. Et, on devait faire une petite ville, mais pour un lieu de villégiature. Et c'était quand Palm Springs était vraiment le lieu des stars hollywoodiennes avec des villas magnifiques. Salton Sea c'était l'idée d'un loisir plus populaire et pour des classes plus populaires. Mais en fait, il se trouve que de l'autre côté du lac, donc là dans les montagnes que vous voyez au fond, il y a eu un certain nombre d'essais c'est une zone militaire et l'armée américaine a fait des tests de bombes, pas nucléaires, mais des espèces de bombes avec des trucs. Et il y a ça a fait une réaction chimique qui fait que d'un seul coup, tous les poissons sont morts. Et donc, d'un seul coup, ce grand lac est devenu une espèce de truc de charnier de poissons avec l'odeur que je vous invite à imaginer. Et donc, en fait, tous les complexes touristiques qui étaient prêts à être livrés n'ont jamais été utilisés. Et c'est une sorte de Palavas-les-Flots fantôme. Et c'est assez gigantesque, hein, c'est grand. Et voilà. Et donc, ça a été une catastrophe écologique, évidemment, une catastrophe économique aussi. Mais ça a permis ça a créé, c'est devenu un lieu de tournage assez impressionnant parce que dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a besoin d'un film, il y a un lieu un peu désertique, passé à l'abandon, les équipes de Los Angeles vont tourner là. Et il y a notamment un complexe hôtelier qui avait qui est encore visible, hein, avec des piscines qui n'ont jamais été mises en eau. Et ça a été, selon la légende, c'est là qu'a commencé le skateboard. C'est là que des jeunes gens sont venus le week-end de Los Angeles, parce qu'on est à 1 heure de Los Angeles, jouer, se mettre des roues de patins sous des planches et ont commencé à faire des figures de skateboard. Et ça reste aujourd'hui un lieu mythique de cette histoire, pour la petite histoire. Deuxième artiste dont je voudrais vous parler, c'est Peter Goin, qui parle des Nevada Test Site, donc de Yucca Flats, donc l'image que je vous ai montrée avec l'explosion nucléaire. Peter Goin, c'est l'artiste sur lequel j'ai vraiment le plus travaillé. J'ai fait un DEA général sur ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai fait ma maîtrise sur le travail de cet artiste-là. Et Peter Goin, en 87, a été le premier civil américain à être autorisé à venir photographier les zones d'essais nucléaires de l'armée américaine. Ce hangar détruit, Collapsed Hangar, c'est en fait un endroit où la US Army avait construit un certain nombre de bâtiments de différentes. Là, c'est de la charpente en acier, mais il y avait des bâtiments en bois, des bâtiments, etc. Et ils testaient la résistance des matériaux à l'explosion nucléaire dans les années 50. Et donc là, on voit qu'en l'occurrence, ça n'arrête pas à résister. Et voilà, il a fait un livre qui est assez intéressant que je vous invite à voir. Vous pourrez l'emmener au FRAC si vous voulez, qui s'appelle
nuclear landscapes, donc les paysages nucléaires, avec un récollement de tous ces vestiges de ces thèses qui ont suivi le programme Manhattan dans les années 50. Ce qui est intéressant avec ces générations, donc des nouveaux topographes et ensuite du Altered Landscape Collection, c'est qu'ils vont donc utiliser le style documentaire en photographie comme un outil déconstructiviste de la tradition pictorialiste et même d'une certaine identité sublimée du paysage. Et ils vont, d'une certaine manière, revendiquer un nouvel état du paysage, un nouvel état de la nature représentée. Quand les pictorialistes parlaient de wilderness, donc de cet état sauvage très largement fantasmé, idéalisé et donc inexistant, eux, ils vont faire disparaître et faire complètement obstruction de ce wilderness pour prôner plutôt une nature donc altérée, modifiée par l'homme, et qui vont appeler de human nature, la human nature. Et c'est vraiment avec cette génération de photographes de paysages qu'on va passer de cette idée de wilderness à human nature. On va avancer. Dernière partie. Réviser le mythe Somewhere Over the Rainbow. Donc là, je vous ai pris une photo des campements de ce fameux festival qui s'appelle Burning Man dans le nord du Nevada, à proximité de ce lac et avec cette pyramide qu'on a vue en introduction, Pyramid Lake. Donc, le paysage américain désertique, il est tellement marqué culturellement par les artistes dont on vient de parler, mais aussi par toute une tradition de romans, enfin de littéraire et une tradition cinématographique, évidemment. Par exemple, c'est dans cette vallée où se trouve Burning Man aujourd'hui qu'ont été tournés principalement les Misfits avec comment elle s'appelle dont je parlais tout à l'heure, avec Marilyn Monroe. Enfin, c'est certainement un des parties du monde les plus culturées, même si ça ne se dit pas comme ça, mais voilà. Et le paysage américain, depuis les années 60, finalement, depuis les noms d'artistes, etc., et depuis des expérimentations ou des projections comme Zabriskie Point d'Antonioni ou ce type d'expérience, c'est le terrain de prédilection d'une fiction post-romantique et qui est largement partagée au-delà des frontières américaines par des artistes, enfin, par des gens comme nous et donc des artistes aussi européens. C'est un désert qui fascine, dans lequel il se passe toutes sortes de choses plus ou moins étranges, plus ou moins cachées. Je parlais de la zone 51 de l'armée américaine, par exemple, plus ou moins avouées, comme Zabriskie Point ou je ne sais plus comment il s'appelle, le film de Dumont qui se passe dans le sud de la Californie. Le festival Burning Man, il est assez iconique de ça. C'est un festival, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais c'est un immense festival qui réunit, je ne sais plus, je crois que c'est 50 000 personnes par an. Hein, c'est un truc énorme, qui est un festival post-hippie qui est très largement fréquenté par des jeunes cadres dynamiques de la Silicon Valley, qui n'est pas très loin, et qui, le temps de 4 jours, prennent énormément de drogue, se foutent à poil, se peinturlurent et finissent par faire brûler un homme qui se trouve au centre du cercle. Là, on ne voit pas, il est fait à droite de l'écran, une figure votive. Il y a un truc complètement expiatoire de revival communautariste post-hippie, alors même que qui est complètement une construction, puisque ce festival a été fondé dans les années 90. Donc, c'est complètement une espèce d'idée, de projection d'une certaine idée de ce que peut produire et apporter ce territoire.
Mais toujours est-il que ces territoires fascinent. Et c'est évidemment, si c'est le cas des gens de la Silicon Valley, c'est le cas aussi des artistes pour qui le désert reste une scène privilégiée de tentative pour, d'une certaine manière, se mesurer à ces zones qui sont à la fois hostiles et chargées d'une réelle et très lourde histoire culturelle et iconographique. Donc, une des artistes contemporaines les plus connues qui décidé d'investir, de s'installer dans le paysage, c'est Andreas Zittel. Là, on est au sud de la Californie, du côté d'un parc, c'est juste à côté d'un parc, national park qui s'appelle Joshua Tree. Euh, euh, et Andrea Zittel, qui est une artiste new-yorkaise, hein, qui a décidé de sortir de New York, a acheté un terrain rocailleux, comme vous voyez, et elle a travaillé avec des designers et des artistes pour créer une sorte de communauté avec des propositions de modules, de structures pour des habitats autosuffisants adaptés aux activités humaines dans un terrain qui n'est pas fait pour l'homme puisque c'est aride. Et donc là, vous avez on voit en premier plan, vous avez un des modules et vous en avez un autre en haut à gauche. Et il y en a une quarantaine sur l'intégralité de son terrain. Il y a aussi évidemment beaucoup d'artistes qui poursuivent la projection iconographique de cette tradition iconographique. C'est le cas d'une artiste française très connue, Dominique Gonzalez-Forster, qui en 2003 signe un film que malheureusement je n'ai pas retrouvé, je ne l'avais pas, qui s'appelle Atomic Park. Là, c'est un film assez drôle puisque elle donne l'impression d'être vraiment dans la fiction hollywoodienne, mais en filmant avec une toute petite caméra. Donc, en fait, on se trouve dans un national park qui s'appelle White Sands, donc les sables blancs. C'est une immense dune de sable blanc éclatant qui se trouve à proximité immédiate de Trinity Site dans le Nouveau-Mexique. Trinity Site, c'est le lieu où a eu lieu, enfin, c'est l'endroit où a eu lieu la première essai nucléaire de l'armée américaine pendant le programme Manhattan en 43, je crois, 43-44. Et en fait, et donc là, elle est dans le parc naturel. Et vous voyez les petites guitounes que vous voyez à l'écran. En fait, ce sont des tables de pique-nique qui sont sur lesquelles au-dessus desquelles il y a une sorte de tonnelle, mais c'est pas du tout, ça n'a rien d'académique. Et elle joue avec l'obturateur de sa caméra, ce qui fait qu'il y a une sorte de rémanence du sable tout est ultra surexposé, etc. Et ça donne une idée de la blancheur atomique, mais mais c'est juste un truc que si vous n'avez pas un bon optique et que vous allez faire une photo dans ce coin-là, vous ferez à peu près la même chose que cette image. D'ailleurs, Dominique Gonzalez-Forster en parle en disant c'est dans des territoires comme ça, c'est tellement simple de faire du Hollywood que ça ne sert à rien d'aller à Hollywood d'une certaine manière. Troisième artiste dont je voudrais vous parler, qui est français lui aussi, Vincent Lamourou, qui en fait c'est un artiste avec qui j'ai travaillé. J'étais en résidence avec lui là. Donc là, on est sur ce que j'ai présenté tout à l'heure, là où Rainer Mannheim faisait son petit vélo. Donc c'est Salt Flats. On voit, donc notamment sur l'image de droite, on voit bien cette immensité blanche avec peut-être 2 cm d'eau sur le sel, ce qui donne cet effet miroir. Et il a décidé de prendre une forme, de construire une forme. Là, on voit à gauche la forme en construction, qui est une forme de dôme géodésique qui, une fois retournée, devient peut-être une piscine qui aurait pu exister dans je ne sais pas quelle villa californienne. Et il a posé une forme qui finalement est assez habituelle dans ce paysage pour la retourner et la reposer dans le paysage. Pour la petite histoire, sur l'image de gauche, vous avez un énorme hangar à l'arrière-plan. Là, on est la résidence, ça c'est le jardin de la résidence où se trouve la forme. On est juste à la limite d'une ancienne base de l'Air Force qui a été utilisée pendant
notamment très importante pendant la guerre. Et ce hangar s'appelle le Enola Gay Hangar et abritait Enola Gay, donc le bombardier qui est parti sur Hiroshima de là. Et qui est aujourd'hui complètement à l'abandon, mais vous avez entendu, j'ai parlé à plusieurs reprises de l'armée américaine. Ces territoires sont vraiment marqués par ça et avec certains vestiges comme ce hangar. Et enfin, je voudrais finir sur cette image qui est une image extraite d'un film de Mélie Kohanian, donc artiste franco-arménien, oui, arménien, qui en 2005 signe cette vidéo qui s'appelle Invisible Film, donc le film invisible. Il s'est rendu dans le sud de la Californie, à l'extrême sud de la Californie, à la frontière mexicaine, où a été tourné dans les années 60 le film Punishment Park de Peter Watkins, qui parlait des conditions, qui était une sorte de critique de l'administration Nixon et de conditions d'incarcération notamment des Viet Cong, et donc appliqué à une société américaine supposément dictatoriale. Ce film a été censuré avant sa sortie par l'administration Nixon et a été donc invisible pendant plusieurs décennies. Je crois que ça ne date que je crois qu'il a été possible de le voir à partir des années 90 de mémoire. Et donc, Mélie Kohanian a décidé d'aller sur le lieu du tournage, donc cette zone désertique. Il y plante un projecteur 35 mm et il projette le film. Il rend le film qui a été censuré au territoire. Et vu qu'il n'y a pas d'écran, de toute façon, on ne peut pas le voir non plus, quoi. Et je pense que cette image est une très jolie conclusion à mon argumentaire. Je vous remercie.